Bonsoir à toutes et à tous. On est dans la F2M Toulouse. On attendait le lancement et au final, c'était déjà lancé. Veuillez m'excuser. Donc, on est ensemble pendant une heure pour parler du TEF, messieurs, dames. Aujourd'hui, on a un gros programme. C'est une émission spéciale rachat du TFC ou vente. C'est un peu comme vous le voulez, ça. On a une belle équipe encore avec nous aujourd'hui, puisqu'en attaque, on a les violets.com avec Emmanuel et JB à la technique. Comment ça va, les gars? Nickel. Salut à tous, bienvenue Redbird, Capital, Partner, Investissement. Ça, c'est la dédicace du jour, c'est les meilleurs. Milieu de terrain, on a la feuille de match. Il en manque un parce qu'il est suspendu, mais il y en a deux qui sont là. C'est Vincent et Mehdi. Comment ça va? Ça va, tout va bien. Tout va bien. Et juste un petit mot, parce que d'habitude, JB le fait, c'est qu'on devait avoir un invité aujourd'hui et on lui fait un petit groupe parce qu'il peut pas venir aujourd'hui. Voilà, il a eu un petit souci de santé. Donc, Hugues Henry, on lui fait un petit coucou s'il suit l'émission. Salut, je vais faire aussi une petite dédicace à Yoann Cardinal qui vient de racheter le TFC. J'espère qu'il est aussi bon un choix de resto qu'un choix de joueur et on l'embrasse. C'était une blague, JB. N'aie pas peur. N'aie pas peur. En défense, on a toujours notre défenseur central le plus solide de Toulouse. C'est Yves avec la 10. Comment ça va? Ça va et vous? Ça va très bien. On a notre invité chroniqueur habitué une fois par mois qui vient nous rejoindre, Alex des Indians. Comment il va, Alex? Ça va, nickel, merci. Au programme aujourd'hui, vous l'aurez bien compris, on va parler de la vente du club. On va vous refaire un petit résumé de tout ça. On aura l'avis des Indians avec Alex qui est présent avec nous et surtout en fin d'émission, enfin vers 17h30, Alexandre ira et il y aura le relais de Pierre Rondeau qui est économiste en sport. Du coup, qui viendra nous expliquer un peu tout ça, qu'est-ce que c'est le fonds d'investissement, où on va aller avec ce TFC-là. Enfin, on aura peut-être des questions à lui poser. Il aura pas mal de réponses un peu plus pointilleuses à nous apporter sur tout ça. Voilà, messieurs, pour le programme, il est bien chargé. Oui, j'y vais. Non, j'allais vous dire qu'on n'est pas à l'abri d'une belle surprise en fin d'émission. Ok, Je vous confirme, on aura une très grosse surprise en fin d'émission. Mais du coup, attendez, on aura une fin de surprise en fin d'émission, mais qui annoncera l'émission de la semaine prochaine. Mais quand je dis une grosse surprise, c'est une belle surprise. Voilà. On est comme ça, on aime bien faire des surprises dans cette émission. Allez, messieurs, c'est parti. Je vous rappelle aussi que vous pouvez réagir sur la page lesviolets.com parce qu'on est en direct sur la page Facebook. Vincent, qui est à côté de moi à son ordi, il check tous vos commentaires et il peut répondre et partager aussi vos questions. Il vous va suivre ça de près. Pour gagner des matchs, faut être solide. On va peut-être pas mettre la barre. Qui sache mieux défendre, qui ait envie donc de défendre, qui aime défendre. Pour moi, le meilleur, enfin à tous les niveaux, au niveau titre, au niveau façon de jouer. D'aller mettre des tampons. Sébastien Chaval, oui, premier tampon. Vous êtes costaud dans les duels si vous êtes capable d'aller de l'avant. C'est bon, c'est 3 étoiles, c'est un énorme restaurant. Et après on va, je crois, à Rennes, je crois. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Les meilleures attaques, c'est parce que donc elles ont les meilleures défenses. Quel pied! Ah quel pied! Oh putain! Messieurs, c'est parti, la vente du TEF. La semaine dernière, on a parlé pendant 20 minutes d'Olivier Létang, comme quoi il tenait la corde, comme quoi c'était presque lui. Et au final, 5 minutes après la fin de l'émission, on apprend que c'est foutu. Donc, c'est foutu, mais ce n'est pas fini puisqu'on a un nouveau fonds d'investissement qui s'intéresse au TFC. Et c'est Redbird Capital Partner, un fonds d'investissement américain qui prendrait possession de 85% des parts du club, ce qui sous-entend qu'il reste 15% et que ces 15% resteraient à Olivier Sadran. Messieurs, par rapport à ça, un fonds d'investissement américain, est-ce que pour vous, c'est la bonne solution? Mehdi, peut-être. Alors là, si tu me lances là-dessus, je vais peut-être pas être comme tout le monde. Moi, je suis pas très optimiste parce que oui, ça amène du sang frais, etc. Et oui, il y en avait besoin, mais moi, je n'aime pas moi, tous ces fonds d'investissement, tous ces gens qui arrivent, qui ne connaissent pas forcément la culture de notre pays, même s'ils installent souvent des locaux, hein, comme ça sera peut-être le cas au TFC avec Damien Comolli. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'un fonds d'investissement, il est là quand même pour faire de l'argent. Donc, ça veut dire souvent une perte d'identité du club, même si parfois il y a des réussites, entre parenthèses, comme à Nice, où ils arrivent à faire une plus-value sur le club. Mais voilà, le fond du truc, c'est business, 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 business et business.
Et voilà, moi, ça me plaît très, très moyennement. Après, on verra, hein, on n'est pas à l'abri de bonnes surprises. Et en tous les cas, ça fera du bien de voir autre chose à la tête du TFC. Avant qu'on enchaîne, Emmanuel, est-ce que toi, tu peux nous parler un peu du fonds d'investissement? Tu as eu quelques infos cette semaine par rapport à Il ça. les a eu en direct. Alors, ouais, j'espère qu'il a des informations et qu'il a bien bossé. J'ai surtout eu droit à la grosse langue de bois de l'agence de presse qui gère leur entreprise. Mais du coup, bon, alors officiellement, ce n'est pas un fonds d'investissement, c'est une société d'investissement. Mais c'est des variations juridiques qui ne changent pas grand-chose. En fait, ils ont beaucoup investi dans le sport depuis 20 ans. C'est une société récente qui date de 2014, mais leur boss, Cardinal, ça fait 20 ans qu'il investit dans des infrastructures sportives. Donc, il gère des stades, des chaînes télé aux États-Unis. Il a une agence de com pour des sportifs. Mais après, il ne s'est jamais vraiment investi dans le capital d'un club, même jamais investi du tout. Donc, en fait, c'est l'inconnu total. On ne sait pas du tout quel genre d'ambition ils vont pouvoir avoir. Ce qu'on sait, par contre, c'est que l'an dernier, ils ont eu des discussions pour reprendre le Red Star. Et ça ne s'est pas fait, mais le Red Star était en mauvaise position l'an dernier. Ils étaient en Ligue 2 encore, mais ils ont été 20e toute l'année. Enfin, à mon avis, c'est ça qui les a calmés. Je n'ai pas d'infos là-dessus précises, mais je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas prolongé, parce que sinon, il fallait qu'ils repartent de national avec eux. Mais ça fait donc un an qu'ils prospèrent vraiment en France, puisqu'ils s'intéressaient aussi au Paris FC. Et apparemment, il y avait d'autres clubs encore avec qui ils avaient entamé des discussions. Donc, voilà. En tout cas, ils avaient envie de venir en France, mais après, pour le projet sportif en lui-même, on ne sait pas grand-chose. Et est-ce qu'il y aura vraiment un projet sportif? Moi, c'est ce qui m'inquiète un petit peu, parce que du moment qu'on parle de fonds d'investissement, de société d'investissement, on sait que, comme disait Mehdi, ils seront là pour se faire de l'argent en premier lieu. Ils arrivent un peu de nulle part. Donc, moi, je suis un peu surpris que Sadran ait fait ce choix-là, surtout qu'il nous parle d'une solution locale au départ. Donc, il y a de quoi être un peu étonné quand même qu'on se retrouve avec ces mecs-là. Mais après, ils n'ont aucune expérience dans un club de foot, donc ils ont encore le bénéfice du doute pour eux. Alex, toi qui est président des Indians et qui a vu cette nouvelle-là, comment tu le prends, toi, en tant que leader des supporters Indians? Déjà, j'espère qu'on est en train de vivre les dernières heures de Jean-François Soucas au sein du TFC. Après, forcément, on peut se poser des questions sur la suite. Un fonds d'investissement, on voit ce qui se passe. Ça peut être un peu inquiétant, des gens qui sont là pour faire de l'argent, plus que pour pérenniser le club. On va voir le projet qu'ils présentent. On va attendre de voir en fait qu'est-ce qu'ils ont à nous présenter avant de se faire un avis définitif. Vous avez fait une action avec les Indians là, il y a quelques jours sur le pont du stadium. Tu peux m'en dire un peu plus par rapport à ces banderoles qui ont été posées? Ouais, donc c'est la veille du coup de l'annonce. On avait fait ça parce que le club ne communiquait pas. Il n'y avait aucune nouvelle de la part du club. On ne savait pas ce qu'il en était. On avait l'impression que le club coulait et en plus de ça en silence. Donc c'était un peu pour alerter par rapport à ça. Qu'est-ce qui avait marqué sur les banderoles? Alors, il y en avait une où c'était dirigeant, est-ce que vous êtes là, on ne vous entend pas. Il y en avait une autre sous casse d'émission, classique. Et la dernière, je ne l'ai plus en mémoire. C'est pas toi qui l'as écrite. Ouais. Si, en plus, c'est ça le pire, mais je m'en souviens. Attends, je vais te retrouver ça. Oui, bon, Pierre, c'est pas. C'est pas dirigeant, on vous entend pas, quelque chose comme ça. Le seul moyen de nous sauver, c'est que vous partiez. Ah oui, voilà, c'est ça. Et par rapport à ces banderoles, ils y sont toujours d'ailleurs ou pas? Alors on parle. Je sais pas, mais ils y étaient encore le lendemain. Hier, apparemment, ils étaient encore. Ah, bon, tu vois, peut-être qu'ils sont encore. Est-ce que ce message, c'était vraiment un appel pour le club par rapport à sa communication ou aussi par rapport à la vente, Alex? Un peu des deux, parce que nous, encore une fois, on attend le ménage au sein des bureaux du TFC. Pas forcément en changeant de propriétaire, mais surtout en changeant le poste de Soucas, la cellule de recrutement et tout le reste, quoi. Donc, du coup, cette vente, tu vois d'un bon oeil pour que toute la clique s'en aille? J'espère que dans les négociations de vente, Sadran n'a pas négocié que certaines personnes restent en poste. Ça serait le pire. Vas-y, JB. Je vous donne les tendances d'hier soir. Damien Comolli viendrait avec 2 bras droits pour l'entourer au niveau de la présidence. Donc, je pense que les heures de Jean-François Soucas sont comptées. Je vous dis ça, je mets vraiment des… Non mais attends, je mets ça vraiment avec du conditionnel et je ne veux pas vous annoncer des conneries. C'est d'une source, donc je n'ai pas pu la confirmer, mais
il ne viendrait pas seul au club. Ça semble à peu près logique, mais disons qu'il viendrait au moins, on m'a dit, entouré de 2 personnes, en plus du coach, etc. Mais vraiment dans l'organigramme, c'est-à-dire quasiment un directeur général, voire un directeur sportif et un chef de la cellule de recrutement, on en prendrait le chemin. On en prendrait le chemin, mais ne m'en voulez pas si ça n'arrive pas. Mais je vois pas trop comment un mec qui depuis depuis l'ère Sadran est là et peut rester avec une nouvelle direction. À la limite, si Sadran a demandé des garanties. Alors, mais des garanties de quoi? Il garde certaines têtes, dans la structure. Par contre, ce qui peut se passer, c'est que Jean-François Soucas reste au club, mais à un poste administratif. Ça, après, c'est une bonne question à poser à Roux, par exemple, pour les Indians. Est-ce que ça peut être tolérable que Jean-François Soucas reste au club, mais vraiment avec un rôle peut-être, je ne sais pas, de directeur financier, c'est-à-dire qu'il n'intervient plus du tout dans le sportif, il n'intervient plus du tout avec les supporters, mais il reste sur l'aspect financier, contractuel. Ce qui est son domaine à la base. Comment? Ce qui est son domaine à la base, de prédilection d'ailleurs. Son domaine à la base, et pour discuter avec pas mal de mecs qui travaillent dans le club, etc. Le problème en fait de Jean-François Soucas, alors j'enlève le problème que les supporters peuvent avoir avec lui de tout ce qui s'est passé et dont on connaît les histoires, mais de travail, c'est qu'aujourd'hui, à part Jean-François Soucas au club, il n'y a pas grand monde et qu'il s'occupe autant de la relation avec les supporters que d'une partie du recrutement, que de la partie juridique, que de la relation avec la mairie pour les terrains d'entraînement, etc. Peut-être que s'il est recentré, ce sera ça son futur rôle au TFC s'il doit rester. Après, est-ce que c'est acceptable pour les supporters en sachant que c'est la personne la plus détestée de l'organigramme actuel? Ça, c'est une autre question. Mais je ne vois pas comment la nouvelle direction, si elle vient et qu'elle s'intéresse un minimum au TFC, elle va bien comprendre qu'il va falloir à un moment donné communiquer avec ses supporters, qu'il va falloir envoyer des signaux positifs pour qu'on puisse croire en ce projet. Et le jour où il y aura un communiqué annonçant le départ de Jean-François Soucas, je pense que l'apéro des Indians, c'est déjà prêt. Alex, il y a moyen qu'on fasse une belle fête. dans l'idée que JB est en train d'émettre, Jean-François Soucas qui resterait dans un autre pôle plus administratif, toi, oui ou non? Tu veux vraiment le départ à tout prix de cet homme? Si on n'a plus affaire à lui, s'il est dans un rôle secondaire au sein du club, c'est peut-être le poste qu'il devrait occuper depuis toujours en fait. Il n'aurait jamais dû avoir une fonction principale au sein du TFC. Ça, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. On connaît ses torts et ses faits aussi, et on n'aime pas forcément, mais il a quand même, je pense, il a dépassé ses fonctions et il a été vite dépassé de lui-même aussi. Moi, j'ai une question pour toi, Alex, par rapport au fonds d'investissement qui arrive, et après, ça pourra s'élargir aussi sur tout le monde. Vous n'avez pas peur que ça fasse un Bordeaux bis, parce que Bordeaux qui est un peu dans l'impasse en ce moment avec ses fonds américains qui sont venus, et puis on voit le bordel que c'est quand on voit quand même leur coach ou des pourcentages sur la vente des joueurs. Moi, il y a des choses que je trouve un peu scandaleuses. Est-ce vous n'avez pas peur qu'on devienne un Bordeaux bis à Toulouse avec ce fonds d'investissement? Si, bien sûr, c'est le pire scénario qui puisse se dessiner pour le TEF pour l'avenir. On voit qu'à Bordeaux, il n'y a rien qui va. Le club est endetté comme il ne l'a jamais été. Il y a une fracture avec les supporters qui est terrible. C'est tout ce qu'on ne veut pas pour le TEF. Il y a un antécédent d'un fonds d'investissement américain en Ligue 1, c'est Colony Capital au PSG. Et ils n'ont pas laissé un très bon souvenir non plus. Il y a 4 clubs français, enfin 3 clubs qui le sont. Marseille, plus ou moins avec McCourt, plus ou moins, j'ai dit. Et Le Havre, si je ne dis pas de bêtises, aussi, qui ont un fonds d'investissement américain. On serait le 4e club français. C'est Le Havre avec la Volpe, mais que ce soit Le Havre ou Marseille, c'est un mec qui sont à la tête, donc c'est quand même différent d'un fonds d'investissement, quoi. Après, le projet entre ce que proposent là les Américains, ce qu'ont proposé Chienlit avec Gauthier Gannet, c'est les mêmes modèles. C'est pareil, c'est un fonds d'investissement qui nomme un mec en France, Gauthier Gannet pour les Chinois et les Américains avec Damien Comolli. Et ça va être basé sur du trading de joueurs. Mais comme on fait et d'ailleurs Paul Cometto, l'ancien capot des Indians, le disait très bien lors de l'interview qu'on a faite sur le site, il disait que nous, le TFC, on fait déjà du trading de joueurs on achète parfois des faibles à des joueurs. Je pense à Martin Braithwaite qu'on a acheté pas très cher, qu'on a revendu un peu plus cher. Quand on forme un joueur, on fait du trading de joueurs. Ça va continuer. Et après, le but de Redbird, ça va être quoi? Ça va être de dire, OK, on n'a pas les montants d'achat du club, mais disons que c'est 15 millions d'euros. Ça va être remonté en Ligue 1, perfectionner le club, peut-être changer de centre d'entraînement, changer des façons de travailler, valoriser l'effectif et puis le revendre dans 3, 4, 5, 6 ans à 50, 60, 80 millions d'euros. Voilà.
il n'y a que ce projet de toute façon qui peut être viable s'ils veulent faire de l'argent. C'est peut-être la meilleure chose, le meilleur scénario que tu évoques, JB. C'est vraiment ce qu'on peut espérer, c'est qu'ils arrivent à le faire, à le valoriser, que dans 2-3 ans, mais ils le lâchent à quelqu'un d'autre qui construira autre chose parce que je ne vois pas d'autre issue, quoi. C'est soit ça, la bonne surprise, soit ça fait… Et encore, Bordeaux, quelque part, ils arrivent à réussir puisqu'ils vendent des joueurs, etc. Et pour eux, ça leur va très bien. Soit ça pourrait être une catastrophe. Avant que je… Oui, pardon, vas-y, Manuel. Non, mais c'est ça, si ça tourne mal et qu'on met 3-4 ans plus que prévu à remonter en Ligue 1, je ne sais pas du tout comment ça va tourner et c'est pas impossible qu'ils se désintéressent du club et que ça s'enlise complètement. Et ce qui est assez marrant, c'est que moi, quand j'ai eu la chargée de com de Redbird, là, elle m'a répété 3 ou 4 fois qu'ils étaient là pour le long terme, que c'était une entreprise qui investissait à long terme. Mais bon, là, c'est complètement incohérent avec ce qu'on voit ailleurs pour ce qui est des fonds d'investissement dans le foot. Et à la limite, moi, je préfère qu'ils ne restent pas longtemps, qu'ils nous fassent remonter en Ligue 1 comme on en parlait avec Shenley et qu'ils nous revendent à un investisseur un peu plus intéressant pour nous. Ou alors, ils peuvent peut-être, j'en sais rien, hein, mais miser sur une certaine image. Si ça se passe bien à Toulouse et qu'ils veulent rester sur le long terme, etc., qu'ils arrivent à construire quelque chose, ça peut leur servir d'image, voilà, pour se développer ailleurs, j'en sais rien. Mais ils vont perdre de l'argent. Ah oui, bien sûr, mais ils en gagneront peut-être ailleurs avec l'image, j'en sais rien. Écoute, je ne sais pas. Messieurs, je vous rappelle qu'on a quand même une énorme surprise qui va arriver à la fin de l'émission de dernière minute. Merci aussi à tous les gens qui nous suivent. Vous êtes de plus en plus nombreux, d'ailleurs, ça fait plaisir. On a pas mal de réactions. Moi, j'en ai une première de Maxime Rabinovic qui m'a envoyé un petit message. Il a discuté avec un Turc hier. Il me disait qu'apparemment, M. Komoli avait une très mauvaise réputation là-bas, sûrement dû à son dernier passage à Fenerbahçe. Yves, avant que je relance Vincent sur les réactions, on t'a pas trop entendu sur tout ça. Toi, tu te positionnes où par rapport à cette vente? Par rapport à cette vente, c'est dur de se positionner. Hein. Pour le moment, on ne connaît absolument pas le projet. On ne connaît pas les personnes officiellement qui vont prendre part à ce projet. Moi, ce que je note, la différence avec Bordeaux, c'est qu'à Bordeaux, M6 cherchait à tout prix à se débarrasser du club. Donc voilà, alors que là, on n'est pas dans le même cas, avec Sadran qui garde 15% du club. Donc est-ce que c'est un garde-fou pour que… voilà, la question, elle est aussi, ces 15% s'accompagnent de quelles prérogatives? Pourquoi les garde-t-il? Avec quel objectif? Qu'est-ce qui… Voilà, en fait, pour moi, aujourd'hui, c'est très difficile de s'exprimer dessus. Parce qu'en fait, il y a énormément de questions. Ça soulève énormément de questions. Et tant qu'on n'a pas un minimum de réponses à ces questions, c'est assez difficile de se prononcer parce qu'on ne connaît pas l'objectif des Américains, on ne sait pas pourquoi ils investissent, on ne sait pas quel est le projet sportif qu'ils veulent développer parce que ça peut très bien être, comme je ne sais plus qui le disait, une vitrine. On est quand même dans la 4e ville de France, on l'a suffisamment rabattu. Il y a de grosses… possibilité aussi, est-ce que leur volonté, c'est pas de s'implanter dans le tissu local pour pouvoir à plus ou moins long terme investir sur de l'aéronautique ou des choses comme ça? Voilà, il y a plein de questions qui s'ouvrent et qui sont en suspens. Et tant qu'on n'aura pas un minimum de réponses, c'est assez difficile de se positionner. La seule satisfaction, entre guillemets, qu'on peut retirer, c'est qu'on voit qu'au niveau des supporters du TFC, beaucoup ont repris un espèce de regain d'intérêt pour le club en sachant qu'il y allait y avoir du mouvement. Donc, le simple fait d'annoncer du mouvement crée un buzz et relance énormément d'intérêt autour du club. C'est ce qui montre bien que le potentiel public est là à Toulouse, que les gens s'intéressent au foot, mais que si on les endort trop longtemps et qu'on leur coupe l'envie de s'y intéresser, comme ailleurs, ils vont partir loin, mais ils ne sont pas longs non plus à revenir, puisqu'on a vu énormément de messages fleurir sur les réseaux sociaux de gens qui disaient ne plus être abonnés et qui voulaient revenir s'abonner au TFC dès la saison prochaine, alors que pour l'instant, la vente n'est pas faite puisqu'on espère la faire avant mi-juillet. J'espère bien que ce sera fait bien avant ça pour pouvoir travailler sur les mercatos et la restructuration du club. Parce que si ça arrive que mi-juillet, vers quel format on va s'orienter, ça va être un peu compliqué, sachant que tous les autres clubs sont déjà au boulot, hein. Et voilà, et moi, le plus gros regret que j'ai, c'est qu'on a toujours une fin de non-recevoir de la part du club et des dirigeants en place
à l'encontre des supporters, alors que a priori ils sont encore là jusqu'à mi-juillet et ça fait 2 mois qu'on est sans nouvelles, que je vais être cash, qu'ils doivent de l'argent à leurs supporters avec la fin de saison et qu'il n'y a toujours eu aucun message. Alors oui, on s'est occupé des partenaires, on s'est occupé de Redbird Capital, on passe de la pommade à tout ça, mais les supporters, voilà. Est-ce qu'ils ne laissent pas le bébé aussi aux nouveaux investisseurs? Non, mais tu ne peux pas faire ça. Ils envoient des mails aux partenaires. À la limite, pourquoi tu ne fais pas un mail en même temps aux deux avec moi, je suis d'accord, mais pour moi, ils ont tellement de problèmes, entre guillemets, de faux problèmes d'ailleurs, parce que c'est eux le problème. Et ils vont laisser le bébé aux nouveaux mecs qui vont arriver avec des messages en mode attention, c'est des dangereuses personnes. Enfin, c'est sûr et certain, ça. Le bébé de quoi? Ils vont faire un remboursement aux abonnés ou un avoir. Mais c'est symptomatique de ce que pense cette direction des supporters. Voilà. Ouais, mais ça, on est d'accord, JB. Et quand tu apprends qu'ils envoient un mail au partenaire, le mail au partenaire, il a été envoyé 5 minutes après le communiqué sur le site officiel. Ça leur faisait quoi d'écrire 20 lignes avec voilà, chers supporters, vous êtes abonnés, etc. Et on vous donne rendez-vous le 15 juin, le 15 juillet, même s'il faut, je sais pas, demander aux Indians peut-être. OK, on vous donne une date. À partir de cette date, on va commencer à vous prendre contact avec vous. C'est ce qu'ils ont fait avec les partenaires. Pourquoi ils ne le font pas? Il l'avait déjà fait, JB. Il l'avait déjà fait, si je ne dis pas de bêtises, il y a un petit mois où ils avaient déjà envoyé une lettre aux partenaires, il me semble. Ah, mais oui, alors c'est pas bien entendu qui était formel de tout casse. Mais ça revient au même. Tu as raison, ça revient au même. Ça revient au même. Ça revient au même. Et aujourd'hui, les supporters, allez vous faire. Voilà. C'est quand même jusqu'au bout. Hein. Jusqu'au bout. Hein. Alex, par rapport à ça, toi, tu. C'est clairement ça. Hein. On exclut les supporters de tout ce qui se passe en fait au sein du club. On considère le supporter comme un client et on n'est même pas capable de rembourser le client pour un produit qu'on lui a pas vendu. Donc c'est scandaleux ça. On voit que partout ailleurs, tous les clubs ils proposent des remboursements ou des avoirs pour la saison d'après. Enfin, il y a plusieurs options pour se faire rembourser l'abo. Chez nous, pour l'instant, il n'y a rien. On verra avec les nouvelles personnes. Je pense qu'on peut en quand aura même pas. faire passer un message aux nouveaux investisseurs. J'espère qu'ils prendront quand même la température de ce qui se passe avec les supporters pour pas que ça démarre mal. Ça sera hyper important d'intégrer les Indians, d'intégrer la DIS, d'intégrer tous les groupes de supporters, d'intégrer aussi le grand public, d'intégrer lesviolets.com, peut-être que Damien Comoli vienne dans notre émission, qu'on ait des mecs qui puissent parler. JB, je vais même aller plus loin. On est quand même, cette émission a été créée pour les supporters par des supporters. Oui. Là, après, tu vois, si ça vous nous trouvez, je pense que les gens, ça vous nous trouver, ils sauront nous trouver, nous aussi. J'espère que ces gens-là seront intelligents, mais je n'en doute pas. Oui. Vincent, est-ce que tu as des réactions? Oui, pas mal de réactions. Ça fait beaucoup de monde donne son avis. Il y a pas mal de gens qui sont enthousiastes sur ce nouveau investisseur. On a aussi pas mal de personnes qui ont des doutes, des méfiances, l'image de Bordeaux revient souvent. Pas mal de personnes à cet élément-là. On a pas mal de questions aussi sur le futur coach et la future équipe qui pourrait encadrer ce nouveau TFC. Pour le futur coach, on devrait quand même rapidement le savoir. Il y a des rumeurs qui partent sur Wenger. Je ne sais pas si tu as des sources JB ou quoi, ou si c'est des rêves, des fantasmes de supporters. Mais bon, après, pourquoi pas. Hein. Ouais. Si je peux, je vais juste tempérer par rapport à Bordeaux. La différence entre King Street et Redbird Capital, c'est que Redbird a centré son activité essentiellement sur le sportif. Alors c'est vrai, c'est le sportif à l'échelle américaine, donc on va peut-être se retrouver avec des pom-pom girls à la mi-temps et des choses comme ça, mais ils savent ce que c'est que d'investir dans le sport, alors que King Street n'avait pas fait de son fonds de commerce justement l'investissement dans le sport. Donc c'est là où moi il y a peut-être si on veut chercher des raisons d'espérer et de penser que ça peut peut-être fonctionner, ça fait partie des petites portes ouvertes qui peuvent laisser un espoir sur une volonté différente que juste du trading de joueurs et de l'investissement, voilà. On a M. Pierre Rondeau qui est avec nous, qui vient d'arriver. Bonjour Pierre. Bonjour. Donc, spécialiste en économie du sport. Et du coup, on va en profiter pour switcher. Et comme tu viens d'arriver, Pierre, on va dire au revoir à Alex et on va te remercier d'être venu dans l'émission. Tu es le bienvenu quand tu veux, tu le sais bien. Et on se retrouve très vite, sûrement dans l'émission, j'ai envie de te dire.
Ça marche. Ciao, Ciao, les Alex. gars. Donc c'était des cons. C'était des gros cons. 10 mannequins toulousains sur la pelouse, quoi. J'ai eu au téléphone, il m'a dit fonce au TFC, c'est vraiment c'est une famille. Il y a des joueurs comme Chantôme, comme Jonathan Zibina, ils peuvent t'encadrer. Et puis surtout avec encore plus d'ambition. Tu mens, il ment. Alors on le répète tous les ans. Et il y a des saisons où pérenniser, ça passe d'abord par bien défendre. Avant qu'on enchaîne, les amis, on a une grosse surprise qui va quand même arriver dans une demi-heure. Mais là, voilà, il y a M. Pierre-Rondeau qui est avec nous, qui est un spécialiste en économie du sport, qui va peut-être pouvoir nous en dire un peu plus sur tout ça. Pierre, ma première question, par rapport à l'investisseur qui arrive, déjà, qu'est-ce qu'un fonds d'investissement? Enfin, que représente RedBird Capital Partners? Un fonds d'investissement, et c'est un peu, je me mets à la place des supporters toulousains, c'est un peu l'inquiétude dans le milieu footballistique. Le fonds d'investissement, par définition, c'est une entreprise qui répond à ses clients, en l'occurrence des investisseurs, des épargnants, dans le but de rentabiliser leur épargne, dans le but de rentabiliser leur investissement et leur rapport monétaire. L'idée, c'est que n'importe qui, toi, moi, n'importe quel particulier ou investisseur, va mettre de l'argent dans un pot commun, un fonds d'investissement. Ce fonds d'investissement, donc ce pot commun, va ensuite aller mettre ses billes dans divers placements financiers à travers le monde, pour ensuite espérer en dégager de lucrativité et renflouer, rembourser, rémunérer ses épargnants, ses investisseurs. Donc, par définition, et c'est pour ça que je dis que ça pourrait inquiéter quelque peu les supporters toulousains, par définition, le seul et unique objectif du fonds d'investissement, c'est la rentabilité, c'est la lucrativité. Il faut dégager de l'argent. Peu importe les performances, peu importe l'histoire, peu importe l'argent, peu importe le club, non, il faut apporter de l'argent. Donc, c'est pour ça que je m'inquiète un peu, parce qu'on aura le temps de le voir après, mais la particularité de l'économie du football, c'est que ça ne résonne pas comme une entreprise lambda où tu apportes des liquidités, tu dégages un profit et tu peux ensuite le réinvestir. En football et en sport en général, c'est le sport qui permet de performer et de gagner économiquement. Sauf que pour gagner sportivement, il faut investir économiquement. Tu ne peux pas te dire que ce que j'ai investi, je vais le récupérer monétairement et je vais ensuite le mettre dans les poches. C'est ce que je vais gagner économiquement, j'aurai gagné par le sportif. Mais pour gagner sportivement, il faut que j'ai au préalable accepté d'investir économiquement. Donc il faut en permanence. C'est d'ailleurs pour ça que pratiquement aucun club français ou européen ne génère du profit de façon durable, parce que par définition, à chaque fois, il fonctionne finalement à flux tendu. À chaque fois, un club de foot génère de l'argent pour le réinvestir dans le sportif, pour espérer gagner sportivement. Le sportif lui permet de gagner de l'argent qui est directement réinjecté dans le sportif. Pour à chaque fois, soit espérer évoluer sportivement, mais en tout cas, c'est impossible, ou alors tu t'appelles le Real Madrid et le FC Barcelone, mais c'est impossible d'espérer pouvoir sortir tous les ans, chaque année, même son trading, 10, 20, 30 millions d'euros de bénéfices. Donc, d'où mon inquiétude pour Toulouse et globalement pour l'ensemble des clubs qui sont à propriété de fonds d'investissement. Ce sont des acteurs récents dans le sport qui n'ont pas un objectif sportif en fait. Mais quel intérêt justement dans la mesure où, on le sait tous, un club de foot et encore plus un club de foot français, c'est absolument pas un placement rentable. Donc quel intérêt pour ces gens-là, à part d'avoir envie de sauter du 30e étage en se disant jusqu'ici tout va bien et on verra où ça va arriver. Quel est l'intérêt de venir justement placer des billes dans le football français? Le ticket d'entrée dans le foot français est pas cher du tout. C'est même très impressionnant par rapport au club européen, au marché européen. Pour entrer dans le championnat de France, c'est à chaque fois moins de 100 millions d'euros, que ce soit les Qataris au PSG, les Américains à Marseille, à Bordeaux, à Lille, à Monaco. À chaque fois, les investisseurs étrangers ont toujours mis moins de 100 millions d'euros pour s'accaparer l'intégralité des parts du club. Quand tu regardes à l'étranger, l'Inter Milan, c'est 275 millions d'euros. Des clubs anglais sont valorisés à chaque fois à plus de 500 millions d'euros. C'est totalement cher de rentrer sur le marché footballistique. La France, à chaque fois, tu peux rentrer pour moins de 100 millions d'euros. Et en plus, le potentiel est énorme, puisque dès l'année prochaine, c'est pour ça que j'imagine que les investisseurs veulent l'acheter maintenant au club, dès l'année prochaine, tes droits TV vont augmenter de 56% et atteindre le milliard. Donc là, si je me mets à la place des investisseurs américains, d'un point de vue très rationnel, très, très pragmatique, pourquoi c'est intéressant? C'est qu'au-delà de l'actif qu'ils vont récupérer, et un actif, c'est toujours intéressant auprès d'une banque, mets-toi à la place de quelqu'un qui dispose d'actifs immobiliers ou d'actifs mobiliers, en l'occurrence le TFC,
S'il va voir son banquier ou une banque d'investissement pour dire « je veux emprunter pour investir et je vais mettre sous hypothèque mon actif, l'hypothèque étant le TFC », la banque va dire « ok, c'est un club, donc je peux t'accorder un crédit ». Donc, premier élément, c'est on dispose d'un actif. Deuxième élément, c'est que l'actif n'est pas cher du tout. C'est rien. Là, on parlait, je voyais dans l'équipe, entre 15 et 20 millions d'euros d'achat. On pourra en parler après, mais aujourd'hui, le TFC est valorisé à 51 millions d'euros au niveau de ses actifs. Et ils vont l'avoir pour seulement 10 ou 15, enfin 15 ou 20 millions d'euros. Donc, deuxième élément, c'est que ce n'est pas cher de rentrer dans le football français. Et troisième élément, c'est que le football français a une perspective de croissance. On le disait avant le coronavirus, ça pourrait être nuancé aujourd'hui, mais en tout cas, avait une perspective de croissance extrêmement intéressante du fait des droits TV, du fait de l'affirmation du Paris Saint-Germain, du fait de la pérennisation peut-être sportive de Marseille, de Lyon, de Monaco, de Bordeaux, on verra. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les observateurs et comment dirais-je, les investisseurs étrangers estimaient qu'il était intéressant, et toujours intéressant en l'occurrence, de venir en France parce que ça ne coûte pas cher et que ça a une perspective de croissance très intéressante. D'accord. Mais justement, tu disais qu'il pouvait prendre l'intégralité du club. Et là, justement, on voit que dans l'idée, il n'en prendrait pas l'intégralité. Est-ce que ça peut être un frein dans la négociation ou quel intérêt ça peut avoir pour eux, justement, de partager la possession du TFC? Si j'en crois la presse, ils vont quand même récupérer 85% du club. Sadran va garder 15%. Donc, malgré tout, Sadran restera actionnaire minoritaire. Il n'aura aucun pouvoir aux AG. Au conseil d'administration, il n'aura aucun pouvoir décisionnaire. Lui, en gros, ce sera tout le ball à travers ces 15% du TFC. Et si le TFC, demain, on verra, ça, on ne sait rien. Mais en tout cas, moi, ce que je pense, c'est que l'espoir des Américains, c'est de faire un peu comme McCourt l'avait fait dans le baseball. C'est de se dire que je vais racheter un club 20 millions d'euros. En tout cas, je vais racheter 85% des parts à 20 millions d'euros. Il va aller en Ligue 2, donc je vais l'acheter au rabais. Je rachète un club qui a une grosse perspective et un gros potentiel démographique, puisqu'on parle de Toulouse, qui est la 5e ville de France, avec la potentialité de remonter rapidement en Ligue 1 d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans. Si le club remonte en Ligue 1 et s'il arrive à se maintenir sportivement en Ligue 1, l'investisseur, il peut le revendre le double ou le triple. Donc, Sadran, qui va garder 15%, il pourra aussi revendre ses parts le double ou le triple. Donc, c'est aussi intéressant pour lui de se dire je me dessaisis du club, mais je reste actionnaire minoritaire pour pouvoir en bénéficier si le projet est un succès. Ça peut être aussi un gage de sécurité de se dire aussi qu'Olivier Sadran ne dit pas « Allez, je vous laisse le bébé, je me casse et démerdez-vous ». Il aura toujours, il sait qu'il y a une relation particulière entre Olivier Sadran et les supporters. C'est peut-être aussi un gage de sécurité de se dire il est toujours un peu au club. Ok, c'est plus lui qui gère. Ok, il est minoritaire. Mais si le bateau coule, il sait très bien que les supporters et la presse, ils vont venir le chatouiller. Donc du coup, lui qui voulait plus vraiment être chatouillé par rapport au TFC et au football parce qu'il en avait marre et parce qu'il avait d'autres entreprises à côté, on peut se dire que c'est un petit gage de sécurité et que ce projet, il en sait plus que nous, il y croit peut-être. Oui, bien sûr. Alors, là-dessus, je ne vais pas te donner tort, je n'ai pas les détails en tête. Vraiment, j'ai simplement raisonné sous l'aune économique, on va dire. Mais exactement, on peut aussi considérer que le fait que Sadran reste au sein du TFC, c'est pour maintenir une stabilité, maintenir un état d'esprit, maintenir une cohésion. Voilà, et effectivement, il reste pour ces raisons-là. Moi, je pense aussi et là-dessus, moi, je te rejoins parfaitement, il peut aussi rester pour des raisons financières et aussi pour des raisons de passion stratégique et sportive. Est-ce que tu crois, je pose ma dernière question, est-ce que tu crois, parce que du coup le TFC est aujourd'hui en Ligue 2, si le TFC ne remonte pas immédiatement, disons dans les 3 prochaines années, c'est une possibilité aussi, est-ce que tu crois que ça peut commencer à sentir du boudin? Alors, les 3 prochaines années, ça peut véritablement commencer à sentir le boudin parce que les droits TV valorisés Ligue 1, Ligue 2 l'année prochaine, c'est jusqu'en 2024, donc 4 saisons. Et les négociations pour les prochains lots 2024-2028, ça sera en 2023 précisément. S'il s'avère que crise économique, chute des clubs, faillite financière, coronavirus et incapacité de Mediapro à pouvoir faire face aux milliards promis à la LFP, tu peux tout à fait imaginer qu'en 2023, à la nouvelle cession des droits TV, tu es moins d'acteurs, tu es Canal+, tu as la disparition de Beansport, la disparition des RMC Sport. Tu pourrais peut-être avoir l'arrivée des GAFA, mais les GAFA, ce n'est pas dit qu'ils sont intéressés par des affiches type Dijon-Strasbourg. Eux, ils préféraient une Super Ligue européenne. Donc, quand je te dis ça pourrait s'en finir en autre boudin, effectivement, si en 2023,
ils sont encore en Ligue 2 et ils ne savent pas, ou alors on apprend que la Ligue 1 va être dévalorisée, dévaluée et passer sous la barre du milliard, ils ne pourront potentiellement pas réaliser la plus-value qu'ils espéraient réaliser. Donc tout va dépendre aussi de la conjoncture économique. En gros, sportivement, ce sera un échec, c'est une évidence de rester 3 ans en Ligue 2 pour un club comme Toulouse. Mais si en plus tu rajoutes à ça une méforme conjoncturelle d'un point de vue économique, ça peut aussi en pâtir sur l'investissement. Eux, ce qu'ils voudraient, et ce qu'ils espéraient au niveau de la stabilité, si j'en crois encore une fois les négociations, ils ont commencé il y a 6 mois avant le coronavirus. Donc, eux, ils espéraient véritablement qu'il y ait une stabilité dans l'économie du football européen et que tout se passe normalement, que Mediapart vienne, que Mediapart et beIN Sport ensemble payent le milliard, que la Ligue 2 soit valorisée aussi et triple sa valorisation des droits TV, que les clubs, donc Ligue 1, Ligue 2, s'enrichissent et que tout ça dure jusqu'en 2024. Si maintenant il s'avère qu'en 2023, c'est compliqué sportivement et économiquement, ça l'est d'autant plus, et que tu vois émerger des projets de Super Ligue européenne sans le TFC, forcément, oui, effectivement, ça pourrait en pâtir. Ok. Donc, encore une fois, je le dis, si jamais ça se passe bien, ça peut aussi être un super projet. On est d'accord parce qu'on l'évoquait un petit peu avant, c'est pas du tout dans l'essence même des fonds d'investissement de se servir d'un club de foot un peu comme une image, comment dire ça, parce qu'on a évoqué il devrait rester, ça devrait être du court terme, ça devrait pas être du long terme. Il ne peut pas se servir du TFC comme une image à l'international et imaginer qu'ils perdent un peu de sous, mais qu'ils gagneraient en image si le club fonctionne bien. Encore plus pour un club qui descend en Ligue 2, ça me paraîtrait assez étonnant de devoir parier sur une image. Tu vois, par exemple, encore une fois, c'est vraiment sur le symbolisme. Quand tu vois Bordeaux qui est repris par des Américains, Bordeaux, c'est dans Bordeaux, n'importe quel Américain, tu demandes à n'importe quel Américain ce que c'est Bordeaux pour lui, il va te dire le vin. Et il connaît le vin, donc forcément, il va connaître le club. Idem pour Nice, qui a été vendu en anglais. Nice, en anglais, c'est nice, c'est joli, c'est mignon, c'est connu. Toulouse, c'est moins connu. Et en plus, Toulouse, même au-delà de ça, même au niveau du symbolisme, Toulouse, en anglais, ça veut dire Toulouse. Perdre. Et en plus, c'est un club qui descend en Ligue 2. Donc, j'aurais du mal à croire qu'ils viennent pour un but d'image. Pour le but d'image, ils auraient dû prendre Marseille, ils auraient dû prendre Lille, ils auraient dû prendre Bordeaux, ils auraient dû prendre tous ces clubs qui ont déjà été rachetés par des investisseurs précisément pour ces raisons-là. Donc, on n'est pas vraiment… Et c'est pour ça… En gros, si tu veux, et à vous tous, et j'imagine que tous supporters du TFC, il faut, je pense, prendre le côté positif pour aller vers le côté négatif pour aller vers le côté positif. Oui, c'est un fonds d'investissement qui n'a aucune histoire avec le TFC, qui ne va peut-être pas respecter l'histoire du TFC, qui va venir uniquement dans un but de lucrativité, de plus-value. Mais pour que ça se réalise, il faut quand même le rappeler, pour que le club fasse de la plus-value, il faut qu'il gagne sportivement. Donc, pour gagner sportivement, il faut avoir un beau projet sportif, il faut investir économiquement dans le club, et il faut le faire grossir. S'ils veulent le revendre en 2023 à 50, 60, 75, 100, 150 ou 200 millions d'euros, ça sera uniquement possible si le club est en Ligue 1 et si le club truste les 5 ou 10 premières places de Ligue 1 avec des droits TV qui pourront dépasser le milliard. Donc, il faut à ce niveau-là que les investisseurs, américains ou pas, fonds d'investissement ou pas, investissent, mettent de l'argent pour performer. Prends Lille, prends Marseille. Marseille, à chaque fois, on a vu comment les montants colossaux qui ont été investis, ça n'a pas très bien marché une saison. Là, ils ont terminé deuxième, ils ont été vice-champions d'Europe, mais il y a eu des investissements colossaux. Alors, Paris, j'en parle même pas. Paris, c'est en limite. À l'inverse, Bordeaux, où ils ont vraiment été dans l'optique très américaine, on est là pour cadrer, pour faire de l'argent et pour espérer avoir des gains lucratifs, c'est un gros flop. C'est un flop considérable. À l'inverse, tu prends aussi Lille. Lille, c'est des investissements colossaux. Aujourd'hui, ils vont dégager de la plus-value sur le trading là, ils vont revendre, d'après les rumeurs, ils pourraient vendre des joueurs à plus de 80 millions d'euros. Donc, ça, c'était avant le coronavirus. Donc, oui, Lille, ça fonctionne. Mais Lille aussi, c'est qualification en Coupe d'Europe, c'est le podium. Là, c'est 4e. C'est des succès sportifs. Donc, pour qu'ils fassent de l'argent, il faut gagner sportivement. Donc, on peut aussi estimer que malgré tout, ce fonds d'investissement, s'il est suffisamment intelligent, il connaît l'économie du football et il va se dire, je dois investir économiquement pour le faire grossir et pour dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, le revendre avec 200 ou 300% de plus-value. Pierre, est-ce que tu peux nous parler de Damien Comolli? Je sais que tu avais fait des tweets sur lui en 2018. On les avait ressortis d'ailleurs hier sur le site lesviolets.com. C'est normalement lui le futur boss du TFC. Alors, c'est marrant parce qu'on voit
sur lui des choses extrêmement positives, gros réseau, homme de football, et des trucs extrêmement négatifs. Je crois que tu es assez dubitatif sur lui. En tout cas, en 2018, tu l'avais été. En 2 minutes, est-ce que Damien Comolli, président, attention, il avait été directeur sportif dans ses anciens projets à Saint-Etienne ou encore à Liverpool. Est-ce que tu penses que être le boss d'un club comme Toulouse, c'est bien d'avoir Damien Comolli à la tête du club? Après, tu dis président, j'imagine qu'il y aura, un peu comme le PSG, il va avoir… le Nasser El Khelaifi du TFC. Ouais, voilà. Oui, mais j'imagine que lui sera chargé du sportif et tu auras un secrétaire général chargé, un peu comme Vaucluse Blanc, chargé de toute la partie administrative. Mais oui, alors, Damien Comolli, humainement, moi je le connais personnellement, Damien Comolli. Humainement, c'est quelqu'un, déjà, super sympa, super ouvert, super accessible. Il n'y a pas de mépris, ou alors il n'y a pas de réserve ou de timidité. C'est quelqu'un qui est très correct, très gentil, très alerte, même très grand connaisseur du football. Il était consultant sur RMC à l'époque de la Première Ligue. Et il avait des analyses très fines, tactiques et stratégiques, très intéressantes, très fines. Il a un excellent réseau, ça c'est vrai. Il a travaillé à Liverpool, il a travaillé à Arsenal avec Arsène Wenger, il a travaillé à Tottenham. Donc il a un très bon réseau à ce niveau-là. Et c'est sûr que, alors, je ne dis pas qu'il va vous permettre d'avoir beaucoup de joueurs anglais ou beaucoup de joueurs de Première Ligue, mais en tout cas, il a du réseau, il a de la bouteille. Ce que j'avais dit, les tweets justement que j'avais dit en 2018, donc à son sujet, c'est que Comolli, il est connu pour avoir été la personne qui a imposé, en tout cas, l'un des précurseurs de l'usage des statistiques dans le football. Il a tout appris en fait des Américains à l'époque, justement, où il a été nommé à Liverpool, quand Liverpool était sous fanion footballière américaine, en fin des années 2000. Il a été, je ne sais pas si vous avez vu le film avec Brad Pitt, Le Stratège, ou Moneyball en anglais. Ah ouais. Le stratège, donc, c'est la création, l'application des statistiques dans le baseball. Ça a créé ensuite une discipline, la sabermétrie. Et Comolli est la première personne en Europe, d'abord à Arsenal, quand il n'était que recruteur pour Arsène Wenger, et ensuite en tant que directeur sportif à Liverpool, et a été l'un des premiers à appliquer donc, la sabermétrie au football. Il était le premier à appliquer les statistiques de façon très lourde pour trouver des joueurs, trouver des façons de dégager une plus-value, une valeur ajoutée sur un joueur, sur un schéma tactique. Vraiment, l'usage intensif des stats. C'est par exemple, à l'époque de Liverpool, statistiquement, il avait remarqué que beaucoup de buts venaient des centres et qu'il y avait un bon joueur de tête. Donc, il avait dépensé 60 millions d'euros pour acheter Andy Carroll. Petit flop. Par contre, inversement, toujours en tant que directeur sportif à Tottenham, il a trouvé Gareth Bale et Lucas Modric à peu de frais parce qu'ils avaient dégagé, à travers les statistiques et les chiffres, une plus-value ou un potentiel de plus-value très intéressant. Donc, il avait déniché ces joueurs-là. Il avait aussi trouvé, alors vous allez me dire qu'il était quand même assez connu à cette époque-là, mais il avait aussi acheté à Liverpool Luis Suarez de l'Ajax. Il avait aussi ciblé Suarez sur l'usage des stats. Donc voilà, il a aussi des succès sportifs individuels, je précise bien individuels. C'est sûr que quand il est décrié, c'est que sportivement, que ce soit à Liverpool, à Tottenham, à Saint-Etienne, à Fenerbahçe, ce ne sont que des flops. Il n'a jamais performé, il n'a jamais tenu sur la durée, il n'a accumulé aucun succès sportif collectivement. Individuellement, il a trouvé des pépites. Voilà, Modric, Gareth Bale, Suarez, c'est lui. Et aussi l'approche rationaliste des statistiques, on peut en débattre. Moi, je trouve ça intéressant. Je ne voudrais pas miser l'intégralité de ma stratégie, de ma tactique sur les stats, mais ça apporte une bonne valeur ajoutée et c'est quelque chose qui est assez intéressant dans le raisonnement sportif et footballistique. Mais, voilà, comment vous dire, pour prendre le verre à la fois à moitié plein et à moitié vide, c'est quelqu'un qui est très, très intelligent, très respectueux, très, très, très ouvert, très compétent footballistiquement et qui a un très bon réseau. Maintenant, sur le papier, sur le CV, c'est sûr que, mis à part ces grands clubs réputés qu'il a pu faire, il n'a jamais réussi sportivement. Donc, peut-être qu'à Toulouse, il pourrait réussir, mais en tout cas, sportivement, en termes de palmarès, il n'a jamais performé. Moi, je voulais revenir sur une question pour toi, Pierre. Quand tu parlais des endroits où les fonds d'investissement avaient pris part, moi, j'ai quelque chose qui m'inquiète un peu par rapport à l'organisation du TFC par rapport à ces clubs, c'est que le TFC n'est absolument pas propriétaire de ces installations.
À part le centre de formation, rien ne lui appartient. Alors que tous ces autres clubs ont des actifs immobiliers qui peuvent être intéressants, enfin servir de garantie justement pour un fonds d'investissement. Est-ce que ça, c'est pas un peu un risque de, si ça tourne mal, les voir partir très très vite? Il est évident de toute façon que ce niveau-là, ça reste l'inquiétude permanente de la DNCG au niveau de la solvabilité des clubs. Il est inquiétant que le fait que les clubs, et pas seulement Toulouse, mais beaucoup de clubs français et la quasi-majorité des clubs français, ne soient pas propriétaires de ces infrastructures, de ce stade, des ensembles d'entraînement et qui finalement n'aient aucun fonds immobilier, c'est inquiétant pour la solvabilité parce qu'à chaque fois, ils sont couverts par l'actionnaire. Et si l'actionnaire s'en va, ça peut être la faillite des clubs. On le voit, on l'a vu récemment avec Marseille et aussi l'article de Mediapart qui est sorti avec les révélations des rapports secrets de la LFP avec 4 clubs surendettés. C'est évident que s'ils n'ont pas les actionnaires derrière pour les couvrir, comme ils n'ont aucun fonds propre, c'est sûr qu'ils pourraient faire faillite très facilement. Donc oui, forcément inquiétude parce que le fonds d'investissement s'il met de l'argent mais ensuite il s'en va et s'il n'y a personne derrière qui peut le reprendre, les charges ne pourront pas être payées, les frais ne pourront pas être payés, donc faillite. Là où je veux quelque peu nuancer le propos, et c'est pour ça que j'étais beaucoup moins alarmiste que Mediapart dans les révélations de la Ligue, et je fais le lien avec le TFC, c'est qu'il ne faut pas oublier que malgré tout, les clubs de foot restent connus. On peut parler de valeur immatérielle. En comptabilité, c'est impossible de l'évaluer. Tu ne peux pas évaluer une valeur immatérielle, mais il y a une réputation. La réputation, l'histoire, la notoriété fait que quoi qu'il arrive, même si des investisseurs ou ce fonds d'investissement américain s'en va en 2023, il y aura toujours un repreneur. Il y aura toujours quelqu'un qui sera capable de pouvoir reprendre le club, quitte à le reprendre en national, mais en tout cas le reprendre pour le faire exister, le faire perdurer. Parce que le club de foot a une histoire à travers ses supporters, à travers son palmarès, à travers même son stade. Même si son stade, le stadium ne lui appartient pas, il y a quand même un stade à Toulouse. Et donc, il y a quand même un potentiel en termes de billetterie, en termes de visibilité, en termes de sportifs, pour une équipe à Toulouse. Donc, il y aura quoi qu'il arrive, malgré tout, même si cet investisseur s'en va, même si le fonds d'investissement s'en va, au bout d'un an, constatant que c'est finalement un échec total et qu'un club de foot ne génère pas de liquidité, quoi qu'il arrive derrière, il y aura toujours des gens qui voudront investir dans le football. Peut-être que ça sera au rabais, donc peut-être que le club perdra en visibilité et sera relégué en national, mais en tout cas, il continuera à exister. Ça, c'est une certitude. J'ai envie de dire, en économie, il y a une phrase qui est connue, c'est le too big to fail. Trop gros pour échouer. En football, c'est le too famous to fail. Vous êtes trop connu pour échouer. Et Toulouse, qui est quand même, voilà, je le répète, la 5e ville de France, qui a une histoire et un palmarès, ne peut pas disparaître. On ne parle pas d'Évian Thonon-Gaillard, on ne parle pas de Sedan, on ne parle pas de clubs qui n'ont rien, qui n'ont qu'une histoire. On ne parle pas de… comment c'est ce club déjà qui évolue un an Avignon, pareil. Des clubs qui n'ont aucune existence durable et pérenne. Là, ici, Toulouse, mais comme Bordeaux, par exemple, où beaucoup de gens s'inquiètent du cas bordelais, c'est des clubs qui ne peuvent pas faire faillite. Des actionnaires peuvent partir, mais d'autres viendront. Je prends aussi le cas du PSG, par exemple, tout le monde dit que les Qataris vont partir après la Coupe du Monde 2022 et qu'après 2022, le PSG va disparaître. Pas du tout. Pas du tout, parce qu'aujourd'hui, le PSG est une marque internationale. Donc, quoi qu'il arrive, même si les Qataris partent, il y aura derrière d'autres investisseurs qui viendront, qui mettront pareil 200, 300, 400 millions d'euros sur la table pour profiter de l'hégémonie, de l'affirmation, de la notoriété du PSG. Idem pour le TFC. Si demain, ils parviennent à renforcer le club ne pourra pas faire faillite. Ça me paraîtrait assez énorme qu'il fasse faillite. Et c'est quand même un club qui a une histoire. Je le répète, j'espère qu'il n'y a pas de supporters d'Évian Thonon-Gaillard ou d'Arles-Avignon, mais ce n'est pas comparable à ces clubs-là. Est-ce qu'on peut s'attendre du coup à de gros investissements d'entrée pour le TFC? Alors, ça me paraîtrait assez énorme, encore plus à l'heure du coronavirus où globalement tout le monde est touché, y compris ces fonds d'investissement qui, dans toute l'économie mondiale, perdent beaucoup d'argent. Là, je pense qu'ils profitent maintenant des négociations pour essayer de négocier au rabais du fait précisément du coronavirus et dire que les prix baissent parce que la crise est totale et absolue. Donc, ils vont peut-être récupérer 85% des parts pour 15 millions d'euros, ce qui serait énorme. Je précise que d'après les comptes de la BNCG, la valorisation des actifs de Toulouse, c'est 51 millions d'euros. Donc, techniquement, le club vaudrait 51 millions d'euros. Et là, s'ils parviennent à récupérer 85% des parts pour 15 millions d'euros, c'est une vente au rabais, mais extraordinaire. C'est une super solde qu'ils ont réussi à obtenir, une super promotion. Donc, en termes d'investissements colossaux d'entrée, j'aurais du mal à le croire,
mais d'une façon conjoncturelle. C'est la crise économique. Donc, de fait, les fonds d'investissement, et ce fonds d'investissement américain en particulier, perdent beaucoup d'argent parce que la crise est globale et que tout le monde est touché. Donc, ils vont très certainement d'abord sauver les meubles, conserver les joueurs ou en prendre d'autres. Peut-être que Comolli, par exemple, avec ses outils statistiques, s'il en a les moyens, pourra cibler des joueurs peu chers mais performants et donc pas forcément mettre sur la table pour un club de Ligue 2 10, 15, 20, 30 millions d'euros sur le mercato. Ça sera, à mon sens, je pense, très, très, très sobre sur la saison 2020-2021. Soit Toulouse remonte en Ligue 1 et là, un peu comme Monaco en 2013, on peut s'attendre à des investissements colossaux si vraiment ils veulent faire ce genre de choses. Soit une sobriété heureuse et une remontée en 2 saisons et ensuite une pérennisation de sa place en Ligue 1 pour une revente avec plus-value en 2023, peut-être. Avant de clôturer tout ça et qu'on reçoive notre surprise, Vincent, tu as des réactions à faire passer à Pierre. Oui, beaucoup de réactions. Déjà, Pierre, beaucoup de monde te remercie pour tes explications claires et précises. Ça a rassuré quand même pas mal de gens d'un côté et pas mal ont envie de voir ce que ça va faire. Comolli a envie de lui donner sa chance, même si d'autres continuent à se méfier. Mais en tout cas, tout le monde est d'accord pour dire que tes explications ont été très claires et il te remercie. Merci à vous. Merci pour vos questions. En tout cas, un très grand merci à toi. On te retrouve sur ton Twitter, La Science du Foot, pour ceux qui veulent te suivre et avoir encore des avis sur tout ça. Un Twitter qu'on recommande fortement d'ailleurs. En tout cas, merci beaucoup Pierre d'être venu dans l'émission, d'avoir pu répondre à toutes nos questions. Comme l'a dit Vincent et les internautes, c'était très précis. Je pense que ça éclaircit pas mal de gens qui étaient un peu dans le flou. Très bien, super. En tout cas, merci, à très bientôt. Bonne journée, bonne fin de journée, bon courage. Ouais, merci, c'est gentil. Je ne l'ai pas dit, mais j'ai vécu 5 ans à Balma quand j'étais petit. Où ça? À Balma. Ah oui. Ouais, donc Nord-Toulouse. Mon père travaillait Airbus, donc Toulouse. Ouais, Balma. Eh oui. Mais tu vois, Airbus, il y a peut-être quelque chose à faire aussi là, avec les Américains, du coup. Bon, en tout cas, merci beaucoup et à bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir, Pierre. Salut. Je vous rappelle le Twitter, La Science du Foot. N'hésitez pas à aller le follow, comme on dit, pour suivre tout ça. C'est toujours très intéressant. Messieurs, il est 17h57 et on a une grosse surprise qui va arriver. En attendant qu'elle arrive, je me retourne vers vous, messieurs, et vers Emmanuel, tiens, pour commencer. Comment ça t'a rassuré ou pas, tout ça? Est-ce que c'était mieux que l'attaché de presse de Airbus? Ah ouais, clairement, il y avait un peu plus de matière. Non, mais ouais, ça m'a plutôt rassuré dans le sens où on voit que c'est un projet qui ressemble un peu à celui de Chienli, en fait. C'est l'idée de faire remonter le club, de se faire une plus-value avec la revente prochaine, a priori. Il y a toujours les mêmes inquiétudes. Le truc avec Chienli, c'est qu'on savait un peu ce qu'il avait fait avec Nice et ça avait marché, globalement. Là, on voit que Nice est parti sur un projet qui a l'air vraiment intéressant. Là, comme c'est leur première expérience dans un club sportif vraiment dans le capital où c'est eux qui sont en manette, il reste toujours l'inconnu de ce qu'ils vont faire avec aussi tout ce que la crise économique pose comme question et comme incertitude. Donc, on n'en sait pas beaucoup plus sur la viabilité du projet, mais on voit un peu ce qu'ils veulent faire déjà. Mehdi, toi, ça t'a rassuré? Tu le sens comment? Toi qui étais un peu sceptique en début d'émission, est-ce que tu es toujours sceptique ou tu te dis pourquoi pas? Ça confirme un peu tout ce qu'on pensait de toute façon. Voilà. Non, moi, ça m'a pas fait changer d'avis. La seule question que j'aurais voulu lui poser, que j'ai oublié de lui poser, c'est si leur expérience dans le sport changeait quelque chose ou pas. Voilà. Parce que ça change des autres fonds d'investissement. Bon, voilà. Sinon, après, le but est le même pour tous. De toute façon, c'est valorisé pour revendre plus cher. Donc, moi, ça me rassure moyennement. On verra bien. En tout cas, il vaut mieux que ça réussisse pour eux, sinon ils vont vite avoir le feu. Yves? Bon, écoute, au moins, on voit un peu plus clairement le modèle économique qui se dessine et on comprend un peu mieux pourquoi Olivier Sadran conserve une partie du club et les implications que cela peut avoir. Après,
justement, quand je posais ma question sur le fait qu'on ne soit pas propriétaire, c'est justement est-ce qu'ils ne peuvent pas avoir derrière des projets immobiliers, justement, de construire un centre d'entraînement, de choses comme ça. Mais ça, c'est avec eux qu'il faudra en parler parce que ça peut être une manière aussi de dégager une plus-value au niveau du club. C'est-à-dire que le club n'a pas d'infrastructure, tu viens, tu les crées, et quand tu revends le club, ben, ces infrastructures, elles se monnaient. Donc, est-ce que le calcul n'est pas là aussi, contrairement à d'autres endroits où tu es déjà obligé d'acheter les infrastructures, puisqu'ils possèdent leur centre d'entraînement? C'est surtout au centre d'entraînement que je pensais, puisque c'est surtout à ce niveau-là que les choses peuvent se faire. Ça peut être un des premiers gros chantiers peut-être du nouveau projet. Ce serait d'ailleurs positif. C'est pour ça, ça fait partie des questions que je me pose et c'est pour ça que je demandais si ce n'était pas un plus gros risque de venir dans un club qui ne possédait pas ses actifs immobiliers. Voilà, c'est parce qu'on sait très bien qu'avec l'expansion de la ville de Toulouse, l'immobilier grimpe très vite sur les alentours toulousains. Donc, est-ce qu'acheter des terrains aujourd'hui au-delà de Muret pour créer un centre d'entraînement, pour avoir des actifs valorisables justement auprès des banques, voilà. Mais tout ça, c'est du long terme, voilà, sont des choses qu'on ne peut évoquer qu'avec les principaux intéressés. Et c'est des projets un peu de long terme, mais c'est pour ça que j'ai un peu des doutes sur le fait qu'ils se lancent là-dedans. Et en plus, ce qu'ils disaient qui était intéressant, c'est que ce qui les a attirés, c'est aussi l'augmentation des droits TV, du coup, qui se fait sur la tranche 2020-2024, et on va probablement pas avoir les mêmes sommes après. Donc, ça veut dire que vraiment, il faut qu'il y ait des résultats très vite, quoi. Il faut qu'on remonte là dans les 3 saisons qui arrivent. C'est un peu ça le problème, c'est ça aussi qui me fait peur, c'est là où je rejoins un peu Mehdi sur tout ça, c'est que les mecs ils veulent faire de la rentabilité et ça on l'a très bien compris. Après ça peut marcher très bien, moi j'ai peur quand même, je reste très sceptique par rapport à tout ça et si on ne remonte pas sportivement, ce qu'on le rappelle, hein, la Ligue 2 c'est pas forcément facile, ça peut vite déchanter j'ai l'impression. Après bon, on verra. Alors juste 2 secondes, hein. Tu sais c'est comme tous les placements financiers, quand tu veux placer de l'argent, tu as le placement à long terme qui te rapporte peu, mais qui te rapporte à coup sûr. Et tu as le placement au-delà de tout, où le risque est énorme, où tu peux doubler ton capital ou tout perdre. Donc, voilà, ils peuvent très bien, pourquoi pas, venir sur du long terme avec des idées immobilières, etc., en espérant pérenniser des gains sur du long terme plutôt que gagner beaucoup très vite. J'y crois très peu, hein, mais ça fait. Soyons optimistes. C'est l'heure de la surprise. Alors, on va le remercier parce qu'on avait à voir Hugues Henry en interview et au dernier moment, il nous a abandonnés. Et donc, nous accueillons Mauro Tseto, ancien capitaine du Toulouse Football Club. C'était la surprise du soir. Et bienvenue Mauro sur l'émission FDM Toulouse sur lesviolets.com. C'est un grand honneur de recevoir un ancien capitaine du TFC. Comment tu vas? Salut, comment ça va? Moi, très bien, ici en Argentine. Tu es où en Argentine? Et à Rosario, chez moi, là où. Tu es chez toi. Tu es chez toi. Oui, c'est ça. Il y a encore le confinement là-bas? Comment ça se passe? Oui, on est encore confiné. On a le droit à partir de demain, on aura le droit de sortir un petit peu, 1 heure par jour, et à 500 mètres de chez nous. Mais bon, c'est très peu pour l'instant. On est obligé de rester à la maison comme partout. Et on n'a pas énormément de cas ici en Argentine, mais malgré ça, les confinements restent assez stricts et on verra jusqu'à quand. Ce qui nous fait plaisir, Mauro, et on voit ton intérieur, c'est que juste derrière toi, il y a le maillot du TFC encadré. Ouais, voilà. Il y est. Bon, du coup, alors on souhaite vraiment faire une belle émission avec toi pour revenir un peu sur tes années toulousaines. Donc, on va pouvoir annoncer à nos nombreux supporters qui sont connectés actuellement, ils sont plus de 300 en direct, que tu viendras la semaine prochaine, tu nous le confirmes, à 17h45 en interview. On aimerait juste que tu nous fasses un petit coucou et puis peut-être avoir ta première réaction sur la vente du TFC. Je pense que tu l'as vu comme tout le monde sur Internet. Quelle a été ta première réaction? D'un côté, ça ne me surprend pas parce qu'on savait déjà l'intérêt du président de pouvoir vendre les clubs. D'un autre côté, un petit peu surpris par rapport à le futur des propriétaires.
que ce soit les Américains, c'est bon, un petit peu une surprise parce qu'on n'avait pas beaucoup parlé dans la presse par rapport à ça. Mais bon, ce qu'on sait, c'est que c'est une grosse boîte qui est liée au sport aux États-Unis, mais pas encore en Europe, et surtout pas en France. Mais bon, on verra d'abord si ça s'est fait, et puis ensuite, si c'est surtout le mieux pour le TFC, qu'en ce moment, les gens surtout ont besoin d'avoir des bonnes nouvelles. Donc, on espère tous que ça marchera avec eux. Est-ce que tu as été, comment, en tant qu'ancien capitaine, en tant que joueur emblématique du TFC depuis l'ère Sadran, ça t'a fait quoi? Ça t'a touché de voir cette saison absolument catastrophique du TFC? Comment tu l'as vécu, surtout quand en début de saison, tu avais été en négociation pour éventuellement intégrer l'organigramme du club? Touché, oui, bien évidemment. Je suis touché comme tout le monde parce que je garde des énormes souvenirs du club. C'est un club que j'aime énormément et bon, on voyait un petit peu, si tu veux, on voyait venir cette situation malheureusement depuis quelques saisons. Mais bon, on pensait comme tout le monde que la descente n'allait pas arriver. Mais bon, finalement, cette saison, ça a arrivé et ça nous a fait mal à tous. Ça arrive d'une façon un peu particulière par rapport à la pandémie et par rapport à l'arrêt du championnat, mais bon, ça fait mal quand même. Et moi, je le vis comme tous ceux qui aiment les clubs, avec beaucoup de tristesse et en espérant que les clubs puissent rebondir au plus vite. Ok Mauro, c'était super sympa. On voit que là sur les commentaires, j'ai vu qu'il y avait plein de gens. C'est le meilleur défenseur depuis 20 ans du TFC, trop content, etc. Du coup, tu seras avec nous pour une super interview samedi prochain à 17h45. Tu te réserves ce créneau-là, ok? Ouais, pas de souci. On se voit la semaine prochaine. Eh ben Mauro, merci beaucoup et rendez-vous samedi prochain dans l'émission sur lesviolets.com et sur FDM Toulouse avec la DIST aussi pour te recevoir et pour rentrer plus profondément dans les dossiers chauds du TFC, se remémorer les belles années du TEF. Très bien, à samedi prochain. Salut Mauro, ciao. Salut Mauro, merci. Belle surprise, j'y vais. Très belle surprise. Comme on dit, c'était l'achat du 31 août. Hein. Le dossier est arrivé il y a 1 heure. Hein. C'était l'achat du 31 août. Il m'a écrit pendant l'émission et franchement, c'est top de l'avoir parce que, il nous expliquera pourquoi, mais il a failli quand même être quasiment directeur sportif. Il y a eu des rumeurs l'année dernière. C'est un proche de Sadran, c'est l'ancien capitaine du TEF. Je pense qu'il y en a qui auront voté dans le 11 de légende. Peut-être que tu vas en parler, Camille, pour lui. Donc, c'est quand même, il fait partie des 20 joueurs emblématiques du TFC sur ces 20 dernières saisons. Donc, on en aura eu des beaux invités quand même. Oh oui. Et on pourra peut-être lui poser la question si ça peut être toujours d'actualité qu'ils viennent travailler au TFC. Peut-être si on peut avoir une cellule en Argentine avec Mauro, pourquoi pas. Avec Mauro et Dido. Ouais, carrément. Ouais. Bon. Un au Chili, en Argentine. C'est ça. Bon, voilà, messieurs, pour cette émission. En tout cas, merci, parce que voilà, déjà, il y a un beau teasing. Vous connaissez l'invité de la semaine prochaine. Je pense qu'on ne s'y est jamais pris aussi tôt pour avoir l'invité de la semaine prochaine. Donc, il y aura Mauro Tieto à 17h sur la page lesviolets.com avec la liste et la feuille de match, bien sûr. Avant qu'on termine, la semaine dernière, on a clôturé notre 11 de légende, mais on vous l'a mis à disposition sur tous les réseaux pour le vôtre. Et je peux vous dire que ce n'est pas le même à quelques jours près. Il y a 2-3 joueurs qui ont changé. Donc, on va laisser une semaine de plus pour que tout le monde puisse voter. Allez-y. Je vous rappelle que c'est sous l'ère Sadran. Donc, tous ceux qui demandent où est Beto Marsico, où est la génération 57, où sont tous les grands d'avant les années 2000, c'est normal. C'était un choix sous l'ère Sadran. On s'en excuse. On essaiera d'en faire un peut-être avant 2000, mais ça risque d'être un peu plus compliqué. Voilà, messieurs. Merci les violets. Merci Manuel. Merci JB. Non, c'est bon, ok. Merci. Je veux qu'on dise, non, mais je pense que ça va beaucoup bouger cette semaine, donc j'ai hâte d'être à samedi prochain. Je pense qu'on aura encore de nouvelles informations, ouais, ça va. Et puis, essayons de rester positifs et puis rendez-vous samedi prochain. C'est ça. On gardera un œil sur le site pour voir tout ça. Merci Mehdi, merci Vincent. Merci. Moi, il me tarde juste une chose, c'est Yves va parler de Pom Pom Girl, de voir des Pom Pom Girl avec le logo Adist sur la pelouse du stade. Ce ne sera plus le challenge orange, ce sera le challenge des Pom Pom Girl, le challenge Adist. Je suis candidat, je suis au chômage actuellement, je suis preneur. Du coup, merci Yves aussi avec la DIST.
Écoute, merci à vous. Et puis, encore une fois, tous nos voeux de bon rétablissement à Hugues Henry, qui n'a pas pu être parmi nous pour raison de santé, en espérant qu'il ira mieux très vite et qu'il pourra venir nous rejoindre sur une prochaine émission. J'allais y venir, on lui fait un gros coucou. J'espère que ces petits soucis seront vite réglés et il sera le bienvenu, comme tu l'as dit, dans une autre émission. Merci à tous et de nous suivre aussi, parce que vous êtes vraiment de plus en plus nombreux. On espère que cette émission vous aura plu, parce qu'il y a eu pas mal d'explications. Si vous l'avez loupé, elle sera vite en rediff sur les pages YouTube, mais c'est aussi sur la page de lesviolets.com. Donc voilà, messieurs, dames, on vous dit à la semaine prochaine avec comme invité Mauro Cetto. N'oubliez pas d'aller faire votre 11 de légende sur tous les réseaux, de toujours checker la liste, lesviolets.com et la feuille de match. On se retrouve la semaine prochaine à 17h, même heure, même réseau, même logiciel, j'ai envie de dire, même gens. À bientôt, bon week-end. Ciao.